bonjour à tous. Alors, avant de commencer, que ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé une lingette au moins une fois dans leur vie, lèvent la main. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais utilisé une lingette dans leur vie? Ok. Que ceux qui ont déjà utilisé cette lingette pour se rincer les doigts après avoir mangé ou pour se rafraîchir dans un avion avec une petite serviette chaude, lèvent la main. Voilà. Eh bien, cette lingette, ce petit goût d'hygiène, c'est le premier outil d'infirmier de rue. Et d'ailleurs, vous en avez une dans le sac que vous avez reçu en arrivant. Donc vous pouvez la prendre. Et on va le faire ensemble. Voilà. Une petite lingette citronnée. Hop. Allez-y, hein. Alors. Voilà, alors on peut se laver la main, ça fait du bien, ça rafraîchit. Ça donne envie presque de serrer la main de tout le monde, donc vous pouvez, n'hésitez pas à serrer la main de vos voisins, ça fait du bien aussi. Et donc, cette lingette, c'est vraiment le premier outil d'infirmier de rue. Bon, déjà parce que l'hygiène en général, c'est la première chose qu'on apprend dans les écoles d'infirmières, comment laver quelqu'un, comment faire son lit. Mais en plus de ça, on va voir que dans le parcours de réinsertion d'une personne sans abri, donc pour l'aider à sortir de la rue, eh bien, l'hygiène, c'est la base. Alors, pourquoi? Mais donc, ça a démarré en 2005. On a fait une étude de terrain avec Sarah, l'amie avec qui j'ai créé l'association. Et on s'est dit, mais comment ça se fait que dans une ville comme Bruxelles, il y a encore énormément de personnes sans abri qui ne se lavent pas, qui ne se soignent pas, ou alors qui viennent trop tard à l'hôpital ou dans les dispensaires, alors qu'il existe des centaines d'associations. Et donc, quand on a analysé ça de plus près, on a vu qu'il y avait 3 grands problèmes. Un premier qui se situait au niveau de la personne qui vivait en rue, qui, à partir d'un certain moment, ne se rend plus compte de sa situation et de la gravité de la situation. Et donc, à un moment donné, quand ça fait plusieurs années qu'on vit en rue, on ne sent plus la douleur, on ne sent plus l'odeur, et c'est comme ça que vous pouvez croiser des gens sur le chemin qui marchent avec des plaies énormes, qui arrivent à dormir avec énormément de poux, ou à rester assises dans une odeur assez forte. Et donc ça, c'est vraiment cette perte de sensibilité qui est une des raisons du fait qu'elles ne se lavent pas. La deuxième raison, c'était au niveau des professionnels. Donc on a vu que les travailleurs sociaux, médicaux, ou tous ceux qui côtoient les sans-abri, étaient parfois découragés à la vue de certains sans-abri, en se disant « mais non, mais lui, ça fait 15 ans qu'il est en rue, il ne va jamais s'en sortir ». En disant même que quand quelqu'un décède à 47 ans à l'hôpital, « ah oui, mais il est mort de mort naturelle, c'est normal, il était sans abri, c'est normal de mourir à 47 ans ». Et donc il y avait un certain fatalisme autour d'eux. Et donc du coup, la prise en charge était moins bonne. Et enfin, le troisième problème, c'est au niveau des infrastructures. Donc il y a plein de choses qui existent, mais qui sont parfois méconnues ou insuffisantes. Donc par exemple, le premier été qu'on a fait en rue auprès des personnes sans abri, c'était en 2006. Et il y avait une grosse canicule. Et là, on essayait avec Sarah, donc on marchait dans la rue vers les gens, on essayait de motiver les gens à boire de l'eau, à se réhydrater. Et eux nous répondaient « ah mais non, mais ma canette de bière coûte moins cher que la bouteille d'eau ». Ce qui était vrai, d'autant plus en Belgique. Et donc, nous, on ne savait pas trop quoi répondre. Et, alors qu'en fait, à 15 mètres de nous, il y avait une fontaine d'eau potable gratuite et disponible, mais on ne le savait pas. Et donc, ce qu'on a vraiment remarqué donc, à ces trois problèmes, c'est que l'hygiène était le point central. Le point central, alors qu'en fait, c'est assez incroyable parce que dans notre société, l'hygiène, c'est un tabou énorme. On n'ose pas se dire entre nous quand on a quelque chose coincé dans les dents ou qu'on devrait mettre du déodorant. Et donc, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait remédier parce que finalement, nous tous, les jours où on n'a pas envie de se laver, ça nous arrive à tous, c'est les jours où on est fatigué, malade, ou alors on n'a rien de prévu, et donc c'est pas trop grave d'avoir les cheveux gras devant la télé. Et finalement, la personne qui vit en rue, c'est la même chose. Quand elle se montre dans un état d'hygiène très mauvais, comme ce qu'on peut voir, eh bien, elle nous montre quelque chose. Elle est peut-être fatiguée, malade, en manque de projet ou autre chose, mais elle nous montre quelque chose. La deuxième chose au niveau de l'hygiène, c'est que ça influence énormément sur les relations sociales. Si vous rentrez dans un bus ou dans un métro et que ça sent le vomi, vous aurez envie de changer de bus.
alors que peut-être dans ce bus, il y avait un ami d'enfance ou la personne de votre vie. Et donc, voilà, vous allez louper une rencontre qui aurait pu être fabuleuse. Et enfin, la troisième chose par rapport à l'hygiène, c'est que c'est un outil de travail génial. Parce que une personne qui vit en rue et qui veut en sortir, si elle veut, si elle veut réussir à s'en sortir, elle doit avoir de l'argent. Donc pour ça, il faut qu'elle aille voir sa assistance sociale, qui doit accepter son dossier. Et puis après qu'elle reçoive de l'argent, qu'elle cherche un appartement, qu'il y ait un appartement disponible, qu'elle puisse payer le loyer, et enfin que le propriétaire l'accepte. Donc ça dépend d'énormément de personnes. Et donc, c'est parfois vraiment très difficile, et beaucoup de gens en rue ont la sensation qu'ils n'arriveront plus à rien et qu'ils ont tout raté. Et donc justement, avec l'hygiène, ils ont la possibilité de reprendre un contrôle sur leur vie. Ils peuvent choisir tous les jours le rythme qu'ils vont prendre. Ah, aujourd'hui, je vais me laver la main, et puis le visage, et demain les cheveux, et ainsi de suite. Et donc, ils peuvent vraiment reprendre le contrôle sur des petits objectifs. Et on voit que sur le long terme, eh bien, ça leur permet d'avoir de nouveaux objectifs jusqu'au logement, et jusqu'à un contact avec la famille, etc. Donc, comme pour ce monsieur-ci, donc c'est le même monsieur sur les deux photos, on est convaincu que c'est même pas on est convaincu, on constate tous les jours avec l'équipe que tout le monde peut sortir de la rue, et vraiment, malgré les problèmes psychiatriques et administratifs. Grâce justement à ce goût d'hygiène qui va être apporté, avec évidemment d'autres services aussi, mais qui va pouvoir leur permettre de retrouver un intérêt à eux-mêmes, de se dire tiens, mais en fait ça me fait du bien, je suis quelqu'un de bien, j'en vaux la peine, j'ai des ressources et des talents aussi. Alors, ça me fait justement donc penser aussi à l'histoire d'André. André, c'est un monsieur qu'on a rencontré via une association, un restaurant social. D'habitude, quand on rencontre les gens, c'est dans la rue, quand on marche avec notre sac à dos et qu'on va vers eux. Mais ici, c'était un restaurant social qui nous avait appelés parce que André souffrait de problèmes d'hygiène vraiment importants. Il avait des poux, une odeur très forte. Plus personne ne voulait s'asseoir à côté de lui dans le restaurant. Et les travailleurs avaient peur de lui dire qu'il devrait se laver, de peur de briser la relation. Et donc, du coup, on a été donc, à sa rencontre dans le but de comprendre pourquoi il n'apportait plus d'intérêt à lui-même et pourquoi il n'avait plus envie de se laver. Essayer de le motiver et aussi essayer de le soigner dans un dispensaire adapté. Alors à ce moment-là, il n'était pas prêt à aller dans un dispensaire, mais heureusement, par chance, il y avait une salle de bain dans le restaurant où on a pu aller chaque semaine lui donner une douche. Et donc, tous les mercredis, on est revenu pour lui donner une douche. Au début, ça prenait énormément de temps auprès de lui parce qu'il fallait d'abord le motiver, donc il était assis à table. On devait lui donner une petite lingette, comme on a fait tout à l'heure, pour qu'il se rende compte à quel point ça fait du bien, avoir envie de prendre une douche aussi. Et puis finalement, donc, hop, il se motive, on marche jusqu'à la salle de bain, là, il fume une petite cigarette avant de rentrer dans la baignoire. Et puis dans la baignoire, il s'endort, parce qu'en fait, il est vraiment fatigué des dernières nuits. Pendant ce temps-là, on le traite au niveau de ses poux, etc. Et puis, il sort du bain, il commence à s'habiller, et puis il se réendort pendant qu'on le rase. Et puis après, donc, on continue. Et toute la journée, la première fois qu'on est resté auprès de lui, ça a duré 8 heures. Et puis la semaine d'après, 7 heures, et puis 6 heures, et puis 5 heures. Et au fur et à mesure des semaines, on a vraiment vu que lui se transformait au fur et à mesure. Et donc il commençait à marcher différemment, à rentrer dans le restaurant autrement. Et en même temps, les autres personnes sans abri l'ont regardé autrement, en se disant mais tiens, c'était plus celui à côté de qui on ne voulait pas s'asseoir. Il devenait de plus en plus quelqu'un qui devenait la star du restaurant parce que tellement il se transformait. Au point qu'il a recommencé sa collection de chapeaux. Donc du coup, il rentrait dans le restaurant avec un chapeau de cow-boy. Donc il est devenu le cow-boy du quartier. Donc c'était vraiment amusant de le voir reprendre une nouvelle allure. Un peu comme nous tous, hein, les jours où les hommes mettent des vestons, ils marchent autrement. Ou quand on part une soirée avec des habits chics, et ben voilà, il y a toute une prestance qui est autre. Et donc ici, vraiment, on l'a vu se transformer. Maintenant, après ça, tous les travailleurs sociaux autour de lui se sont remotivés en se disant, mais tiens, en fait, pourquoi pas? Et donc du coup, on s'est tous coordonnés ensemble pour travailler autour de lui. Et un appartement a pu être trouvé. Et après 14 ans de vie en rue, donc où il était dans un état grave d'hygiène et de santé, eh bien, il a été en appartement. Et maintenant, ça fait 4 ans qu'il est en logement, qu'il a continué sa collection de chapeaux et qu'il fait des maquettes d'avions. Donc il est vraiment réinséré dans son quartier et dans la société.
Bon, bien sûr, tout ça, pour que ça marche, parce que ça marche, hein, et pas que pour lui, pour beaucoup d'autres, mais pour que ça marche, il faut que tout le monde y croit. Il faut que tous ceux qui le côtoient le soutiennent dans ce nouvel avenir, dans ces nouveaux projets. Et donc c'est pour ça qu'on travaille au quotidien avec des balayeurs de rue, des commerçants, des gardiens de parc, des psychiatres, des médecins traitants, des hôpitaux. Enfin, donc, il y a plein d'acteurs différents, oui, tous les assistants sociaux, enfin tout le monde. Et c'est vraiment tous ensemble qu'on va se téléphoner et se coordonner pour réussir à sortir de la situation et à changer la situation. Alors, malgré ça, malgré que ce soit faisable et que ça marche, c'est quand même assez fatigant. Et donc c'est pour ça qu'on organise aussi des formations où on peut, entre travailleurs, échanger nos pratiques, nos outils et se motiver. Et aussi, on peut analyser à ces formations, tiens, pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire à notre voisin, patient ou ami qui devrait mettre du déodorant, comme je le disais tout à l'heure, ou qui devrait se laver? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir le dire plus naturellement et plus facilement? Et aussi, comment est-ce qu'on va travailler avec les ressources et les talents de chacun? Et donc, aussi pour travailler avec les talents et les ressources de chacun, on va tenter de vraiment valoriser toutes les infrastructures qui existent. Donc on a vu tout à l'heure, il y avait 3 problèmes. Il y avait au niveau du patient qui ne se rendait pas compte de sa situation, donc là on travaille avec lui au quotidien. Il y avait au niveau des professionnels, et donc là, qui étaient fatigués, découragés, donc là on voit qu'avec les formations, eh bien, et les partages, et les échanges d'expériences, tout le monde se remotive et il y a vraiment moyen de créer une dynamique. Et au niveau des infrastructures, là on va les valoriser en faisant des outils d'information sur ce qui existe. Et donc par exemple, ici, c'est un plan avec toutes les fontaines et les toilettes gratuites de Bruxelles. Comme ça, on n'a plus la blague pendant l'été, quand on essaie de motiver à boire de l'eau. Et c'est vraiment oui, voilà, influencer et encourager sur base de ce qui marche. Sur base de ce qui marche et sur base des ressources, aussi avec les gens. Donc, par exemple, ici, il y a une photo de Marc qui vivait dans un bunker. Et il aimait bien vivre dans un bunker. Il était dans un parc de Bruxelles où il se plaisait parce qu'il connaissait la nature, il l'aimait bien et donc il appréciait y vivre. La difficulté, c'est qu'il avait tout le temps peur que le bunker s'écroule. Il dormait mal, il avait peur de se faire agresser et les gardiens de parc aussi étaient très inquiets à son sujet. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, il faudrait trouver une solution parce qu'on sait à quel point le manque de sommeil et le stress constant ont des impacts vraiment très négatifs sur la santé. Alors avec lui, on a réfléchi à une solution où il pourrait utiliser ses talents de connaisseur de la nature. Et on a trouvé une maison de repos où il est devenu le jardinier ponctuel de la maison de repos. Et du coup, il a pu vraiment valoriser, il continue à valoriser ses ressources. Ça me permet de vraiment conclure sur le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Les gens ont souvent beaucoup plus de ressources que ce qu'on pense, mais parfois beaucoup moins aussi. Par exemple, lorsque je travaillais en Afrique, je me suis vue on m'a proposé d'opérer des patients. Soi-disant, parce que comme j'étais blanche, j'étais forcément capable de le faire. Ce qui n'était pas du tout le cas, et qui ne l'est toujours pas. Et donc inversement, une personne sans abri qui a un aspect très négligé, son aspect très négligé ne préjuge en rien de sa capacité ou non de sortir de la rue, ni ses ressources, ni ses talents. Et ce qui m'amène à ma deuxième conclusion, qui est que il faut vraiment considérer l'État, le fait d'être sans abri, comme un contexte provisoire, et non comme un État, ce n'est pas une identité. Les SDF ne sont pas des SDF, ils sont dans une situation d'être sans abri. Et donc c'est en rien leur identité propre. Voilà, j'espère maintenant, et j'imagine que vous verrez les lingettes autrement. Merci.